Bienvenue sur RMC Découverte pour un nouveau dossier Carl Zéro, direction la Savoie, et plus particulièrement, vous allez me voir venir, la station du Grand Bornand, pour une des affaires criminelles d'une cupidité sans borne, l'affaire Flactif. Tuer, c'est déjà dur, on a le corps, mais là, quand on vous dit brûler, tout le monde est brûlé. Là, c'est l'horreur, quoi. C'est l'extermination complète. Tout commence le 12 avril 2003, quand Xavier Flactif, un promoteur immobilier, ainsi que sa femme, Graziella, et leurs 3 enfants, sont portés disparus. De son histoire d'agent immobilier, pas toujours très claire, on va faire de lui, dans les journaux, un présumé coupable, alors que ses cendres ont déjà été dispersées. C'est terrible. Pendant plusieurs semaines, le doute va planer. 2 hypothèses sont possibles, la fuite ou l'assassinat. David Otia et sa compagne Alexandra, un couple de locataires des Flactifs, se révèlent alors être très bavards avec les médias. Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. C'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas. Le 8 juillet 2003, coup de théâtre. L'ADN parle enfin. Pour la police, David Otia devient le suspect numéro 1. 2 mois plus tard, David Otia, sa compagne et un couple d'amis, les Aremza, vont être interpellés et mis en examen pour meurtre et complicité de meurtre. Alors, qui est ce David Otia? Pourquoi s'en est-il pris à toute la famille Flactif, aux enfants? Et surtout, comment a-t-il pu cacher ce crime odieux? Maître Lec, bonjour. Bonjour. Vous étiez l'avocat de David Otia. Quel genre de client c'était? Un client qui, pour reprendre l'expression employée par l'expert psychiatre à l'audience en juin 2006, ne ressemblait pas à ses crimes, ou plus exactement, ne ressemblait pas aux crimes qu'on lui imputait. Donc quelqu'un de sympa. Quelqu'un d'assez sympathique, absolument. Quelqu'un, pour employer un vocable aujourd'hui à la mode, d'assez normal. Maître, avant d'évoquer plus avant votre client, je vous propose que nous regardions ce documentaire L'affaire Flactif. C'est tout de suite sur RMC Découverte. Du jamais vu sur les écrans de télévision, une arrestation en direct. Nous sommes le 16 septembre 2003, David Otia, sa compagne Alexandra Lefebvre et un couple d'amis sont emmenés par les gendarmes. On les soupçonne d'avoir décimé une famille entière, les Flactifs, un couple, 3 enfants. Les caméras ne sont pas là par hasard, du début à la fin, elles font partie de l'histoire et vous verrez comment. L'affaire commence en avril 2003 au Grand Bornand, une station de ski de Haute-Savoie. Le promoteur immobilier Xavier Flactif semble avoir organisé sa fuite avec toute sa famille. Pas étonnant, dit-on dans le village. C'est un escroc, un arnaqueur de première. Il a dû partir avec l'argent des petites gens. On l'imagine déjà sous les cocotiers, bien tranquille, dans un paradis fiscal. On retrouve du sang et une douille dans son chalet. Malin comme il a dû tout organiser pour masquer sa fuite. Mystification, disparition volontaire, on imagine les scénarios les plus rocambolesques. Et la presse y croit. Cette histoire, c'est du pain béni. C'est pas une personne, c'est 5 personnes, dont 3 enfants, qui se volatilisent, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le temps passant et le temps aidant, évidemment, les rumeurs vont bon train et se multiplient. C'est l'intérêt absolu pour les journalistes. Donc effectivement, on suit ça jusqu'à l'épilogue. L'épilogue, c'est cette tragique vérité que les enquêteurs recueillent de la bouche même du principal suspect. Arrêté ce 16 septembre 2003, David Otia passe très vite aux aveux. Oui, il a tué les 5 membres de la famille Flactif et pour se débarrasser des corps, il les a brûlés. Tuer, c'est déjà dur, on a le corps, mais là, quand on vous dit brûler, tout le monde est brûlé. Là, c'est l'horreur, quoi. C'est l'extermination complète. Tué, brûlé, pourquoi? Pour un chalet, un crime d'envieux. Otia est jaloux des Flactifs, il veut s'approprier leurs biens. Pour cela, avec sa femme et un couple d'amis, il décide de tuer toute la famille, juste pour habiter un des chalets qui leur appartient. Ce projet, ils l'ont à 4, mais au final, Otia seul passe à l'action.
Après tout, c'est son idée. Une idée qu'il a eue en regardant la télé. Quelques mois avant le drame, il voit un reportage sur l'affaire Stranieri, l'histoire d'un homme qui tuait des gens pour récupérer leurs biens avec un faux acte de vente. Un jour, en regardant 7 à 8 sur TF1, David Otia voit l'histoire de Alfredo Stranieri. Toc, l'étincelle dans la tête de David Otia. Il se dit, tiens, c'est exactement ce qu'on va faire avec Xavier Factif. Sauf que Alfredo Stranieri a commis une erreur, il a enterré les corps, on les a trouvés et c'est ce qu'il a piégé. Mais moi, j'irai plus loin et je vais brûler les corps. Pas de corps, pas de preuves. David Otia se veut plus intelligent que son modèle. Aidé de ses complices, il brouille les pistes pour faire croire à l'hypothèse de la fuite. Peu après la disparition, il déplace le 4x4 rouge de la famille. La voiture est repérée une première fois sur un chemin de forêt avant d'être retrouvée à Genève. Et puis on retrouve le 4x4 sur un parking voisin de l'aéroport international de Genève-Cointrin. Donc effectivement, tout accrédite une fuite. Pour mieux faire passer le message, Otia se met en avant dans la presse. Il joue avec les médias. David Otia, il a fait un voyage organisé pour toute la presse. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça, malheureusement. Vous avez la presse nationale qui arrive dans la vallée, en plus avec des contraintes de temps. Donc pour vous, il faut être efficace, et l'efficacité veut que vous montiez au chalet, et juste à côté, vous avez toujours un renard qui est autour, qui s'appelle David Otia, et qui vous dit tout le mal qu'il doit penser de Flactif, et qui vous donne en plus des noms de personnes qui peuvent dire du mal de lui. Qui manipule qui? Otia joue un jeu dangereux. Son attitude met la puce à l'oreille des gendarmes. Manipulation ou imprudence, on en arrive à ces images hallucinantes. Otia livre sa version de l'histoire aux caméras de TF1. Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. Bon, s'ils ont retrouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire, ça on peut pas le savoir. Donc, beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Mise en scène ou pas, ça... Ou alors, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas. Des propos qui prennent valeur d'aveu à la lumière d'aujourd'hui. Si ça se trouve, il y a eu un carnage. La phrase fait froid dans le dos quand on sait que 2 semaines auparavant, David Otia massacrait toute la famille. Tout commence le samedi 12 avril 2003. Ce jour-là, Mario, qui a 14 ans à l'époque, se rend comme il en a l'habitude au Grand Bornand pour des vacances en famille avec sa mère Graziella, son beau-père Xavier et ses demi-frères et sœurs Sarah, Laetitia et Grégory. Mario arrive le samedi matin. Il aurait dû arriver le vendredi soir. Pour des raisons liées à son collège, son père n'a pas voulu qu'il vienne, donc il est venu le samedi matin. Comme il a l'habitude de le faire, il vient en avion. Il atterrit à Saint-Exupéry, donc Lyon, Satolas. Et par habitude, il y a un chauffeur de taxi du Grand Bornand qui va chercher, quand il vient en congé, qui va chercher Mario. Et dès qu'il atterrit, qu'il est dans le taxi, sa mère, avec laquelle il entretient d'excellents rapports et avec ses demi-frères et sœurs, l'appelle systématiquement dans le véhicule pour lui dire t'as fait bon voyage, tu arrives. Et là, il était très étonné. Parce qu'il n'a pas eu d'appel de sa mère dans le taxi sur le trajet qui fait un peu plus d'1 heure, de Lyon au Grand Bornand. Je suis arrivé au Grand Bornand le samedi, il devait être 13h. Quand je suis arrivé au chalet, j'ai essayé de rentrer, mais les portes étaient fermées. Donc j'ai frappé à la porte et personne n'a répondu. Donc j'ai attendu dans le taxi avec le chauffeur. Pendant ce temps-là, on a essayé d'appeler un peu tout le monde, ma mère, Xavier, les enfants, sans avoir de réponse. Donc j'ai laissé des messages et au bout de quelques temps, on est allé chez des amis pour que je les attende. La journée s'écoule, toujours sans nouvelles. Pour Mario, c'est le début d'une longue attente. Les amis qui l'ont recueilli ne peuvent s'expliquer l'absence de sa mère. Quitte à forcer la porte, il décide de rentrer dans le chalet. On fait tout le tour du chalet, ça je me rappellerai toujours. Toutes les portes, moi le chalet, je connais par cœur. Puis, donc cette porte, qui habituellement était verrouillée, n'était pas verrouillée. On entre dans le chalet, donc on voyait rien, et Patrick me dit, la lumière, elle est où? Hop, bouge pas, c'est là, tac, tac. Le premier truc, ça je me rappellerai toute ma vie,
Qu'est-ce que c'est que cet ordre? Bah, d'habitude, il y avait toujours des papiers un peu partout, les coussins sur le canapé étaient souvent en désordre, quoi. Il y en avait un peu partout. Et là, à ce moment-là, il y avait quasiment aucun papier dans le chalet, les oreillers étaient bien droits, bien mis contre les dossiers. Lorsqu'il pénètre à son tour dans la maison vide, un autre détail vient frapper Mario. Ce qui m'a choqué, c'est quand je suis allé à l'étage, j'ai vu qu'il n'y avait, il y avait pas de drap sur les lits, il n'y avait plus de couverture. Mais à ce moment-là, je me suis pas posé de questions. Ça m'a semblé bizarre, mais je savais pas quoi penser, quoi. Dans le Nord, d'où est originaire la famille Flactif, on commence à s'inquiéter. Si Mario est là depuis samedi et que Gradel n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose. Ça, c'est certain. Donc j'ai téléphoné à mes enfants, j'ai commencé à chercher, quoi. 48 heures après la disparition, l'alerte est donnée. Tandis que les gendarmes lancent les premières recherches dans la vallée, la presse elle aussi commence son enquête. Elle s'intéresse de près au passé du promoteur immobilier. Très vite sont arrivées du Nord des informations selon lesquelles Xavier Flactif avait quelques problèmes avec des clients, des gens auxquels il avait vendu des maisons dans la région d'Arras. Manque de finition, problème d'assainissement. Les maisons ne seraient pas toujours conformes à ce que les clients attendent. Les journalistes tombent aussi sur cette publicité dans laquelle Xavier Flactif propose à des clients déjà endettés de racheter leur crédit. Alors non seulement il leur proposait de racheter les crédits pour lesquels ils s'étaient engagés pour leur maison dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il leur disait ne vous arrêtez pas là, soyez plus ambitieux, faites des investissements et avec l'argent des locations de ces investissements immobiliers, vous allez pouvoir non seulement rembourser les prêts, même à un taux plus intéressant que vous aurez obtenu, mais en plus vous allez pouvoir acquérir d'autres biens. Ce qui fait que les gens, quelque part, se surendettaient. L'investissement que propose Xavier Flactif à ses clients du Nord, ce sont justement ces chalets qu'il construit dans la région du Grand Bornand. La serre paraît alléchante, mais la construction de certains chalets prend du retard, et les loyers censés rembourser les nouvelles créances ne rentrent pas. Au moment où il disparaît, le promoteur laisse dans le Nord une foule de mécontents qui se regroupent en association des victimes de Xavier Flactif. Et j'ai au téléphone l'avocat de cette association qui préparait d'ailleurs une assignation devant les tribunaux à l'encontre de Xavier Flactif. De là à imaginer que le promoteur a fui pour échapper à des poursuites judiciaires, il n'y a qu'un pas pour la presse. Il faut dire que la rumeur est relayée par une partie de la population du Grand Bornand. Xavier Flactif est un homme qui a réussi et qui le montre. Racisme ou jalousie, ici aussi, il n'a pas que des amis. Pour les gens du Grand Bornand, c'était le black. Employons le terme exact, c'était le black, le gros black. Voilà. Il y avait une part de haine, de jalousie, d'incompréhension sur le mode de vie des Flactifs. Il y avait une image qui avait été créée. Il avait de l'argent, il avait de la réussite. Et l'image de la fuite pouvait plaire à ceux qui lui en voulaient et qui le jalousaient un peu et auxquels il devait de l'argent. Et ça a été assez largement repris, assez vite, par les médias qui ont finalement accrédité, parce qu'il y a toute une sorte d'auto-influence entre les témoins et les journalistes. Vous avez des témoins qui disent quelque chose à un journaliste. Le journaliste le reprend, il l'amplifie. D'autres personnes lisent le journal ou regardent la télévision. Et ce qui est une hypothèse fragile peut ainsi prendre de la force et de la valeur. Flactif, l'embobineur. Flactif, l'escroc. Les témoignages recueillis par la presse sont édifiants. Xavier Flactif avait-il autant d'ennemis ou les médias ne se font-ils l'écho que d'une certaine vérité? Les proches et les amis de Xavier Flactif, on ne les a pas entendus au moment de sa disparition pour ces deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas voulu parler parce que le poids de l'accusation était tellement fort sur Xavier Flactif qu'ils avaient honte de montrer qu'ils étaient un ami de Xavier Flactif. Deuxièmement, les rares qui ont osé parler, il y en a qui ont parlé, ont été coupés au montage. L'image qu'il donnait et qu'on avait de lui dans les photos qui ont pu être diffusées, c'était l'archétype du truand. Et ça plaisait énormément aux personnes. C'est surtout ça. Il est homme d'affaires,
il est bon vivant, il est assez jovial, donc on va dire il est roublard, on le traduit comme ça. Et puis bon, en plus si on y rajoute qu'il est noir et puis qu'il est bien portant, ça fait l'archétype, et d'ailleurs c'est ce que les journalistes ont beaucoup aimé au début. Hein. Les photos qu'on faisait diffuser dans la presse, c'était que des photos de lui avec une coupe de champagne assis dans un fauteuil. Ça c'était parfait comme photo de Xavier Flactif. Ben, j'en ai souffert, oui, parce que moi j'avais 14 ans, je voulais voir ma mère, je voulais retrouver mes frères et sœurs, je voulais savoir ce qui se passait. Et quand on regardait les infos, quand on lisait les journaux, c'était Xavier, le promoteur du Grand Bornand. Il parlait toujours des affaires. C'est vrai qu'on était même gênés d'aller dehors. Hein, parce que les gens disaient, oui, ben, il a fait pas mal d'affaires, que c'est louche, ça sent des choses. Donc, moi, ça, je m'étais à côté. Moi, ce qui m'intéressait, c'était mes enfants. On oublie qu'il y a une famille. Et on se focalise sur quelqu'un, dans les conditions que maintenant vous savez, et à mon avis, bien au-delà du raisonnable et du normal. Mais là, on en était au point de ne plus parler que de l'affaire Flactif, de Xavier Flactif. Et on fait l'assimilation, et je vais vous dire, moi, le drame de mes clients, c'est que des fois on leur dit « C'est vous dont le frère a tué une famille en Haute-Savoie ?» On en est à ce niveau-là, encore aujourd'hui. Vous dites l'affaire du Grand Bornand, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Vous dites l'affaire Flactif, tout le monde sait encore ce que c'est. À cause de cette vague médiatique, on a l'impression que le méchant, c'est Xavier Flactif. De son histoire d'agent immobilier, pas toujours très claire, on va faire de lui, dans les journaux, un présumé coupable, alors que ses cendres ont déjà été dispersées. C'est terrible. Pour les enquêteurs, l'affaire a pourtant basculé depuis longtemps. Moins de 5 jours après la disparition de la famille, avec la première inspection des techniciens d'identification criminelle. À l'époque, il y a une famille de 5 personnes qui disparaît brusquement, comme ça, du jour au lendemain, donc composée de 3 enfants et de 2 adultes, les parents. Et toutes les hypothèses d'enquête, bien sûr, sont étudiées. Et celle qui, au départ, est privilégiée, c'est peut-être l'accident de la circulation routière. Au fil des jours, on se rend compte que le véhicule 4x4 qui est habituellement utilisé par la famille Flactif n'est pas découvert. Donc là, on commence à se poser des questions sérieuses et on se dit qu'est-ce qui a pu éventuellement se passer dans le chalet. Et c'est dans ces circonstances-là que nous intervenons. Le tournant, ça a été lorsque les gendarmes, les techniciens en investigation criminelle, nous ont dit que finalement le chalet avait été totalement nettoyé, qu'il y avait des traces de sang sur plusieurs niveaux, au premier niveau, au deuxième et au troisième, qu'on a trouvé une douille, qu'on a trouvé un morceau de dent. À ce moment-là, on a compris qu'il y avait eu un drame qui s'était déroulé dans ce chalet. On ne connaissait pas l'ampleur, on n'en connaissait pas le détail, mais on a eu le très fort pressentiment qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Alors même que l'on sait que le chalet a été le théâtre d'une scène de crime, les médias continuent à s'acharner sur la personnalité de Xavier Flactif. Pourquoi? Y a-t-il eu manipulation? Les enquêteurs ont-ils laissé volontairement la presse dans l'erreur? À aucun moment, les enquêteurs n'ont confirmé ou ont avancé cette piste-là. Alors, je ne vous cacherai pas, évidemment, qu'on n'est pas venu la démentir, mais d'une part, ce n'est pas notre rôle, et d'autre part, pendant que les médias focalisaient leur attention sur cette piste-là, nous pouvions travailler tranquillement et dérouler notre enquête sans être suivis par 5-6 voitures de journalistes, avec la démarche que je vous ai indiquée, de passer derrière nous pour aller faire parler les témoins, recueillir des éléments et conduire leur enquête en parallèle. Donc je ne parlerai pas de manipulation, il n'y a pas eu de manipulation. Tous les jours à 17h, je réunissais les journalistes. Et quand le juge d'instruction a été désigné, j'ai continué à agir ainsi. Avec l'accord du juge d'instruction, on définissait ce qu'il fallait que je dise et ce qu'il ne fallait pas que je dise. Est-ce qu'on a laissé croire à l'idée de la fuite à l'étranger? Je ne crois pas. Disons qu'on n'a pas démenti, mais on ne pouvait la démentir finalement que lorsqu'on a retrouvé le véhicule à Genève et surtout qu'on a vu que dans ce véhicule, il y avait des traces de sang importantes. Les enquêteurs retrouvent le 4x4 de la famille sur un parking de l'aéroport de Genève. 1 mois et 2 jours après la disparition, le 4x4 de la famille est donc retrouvé maculé de sang. Les médias évoquent désormais eux aussi la piste criminelle. Dans le chalet Flactif, les investigations continuent.
Ces hommes en blanc, ce sont les spécialistes de l'IRCGN, les meilleurs de France en matière d'identification criminelle. Pour une affaire aussi médiatisée, les enquêteurs déploient les grands moyens. Grâce à eux, le chalet va se mettre à parler. On a vu comme ADN, l'ADN mélangé à du sang des 5 victimes. Et il y avait un ADN qui ressortait très souvent et qui était mélangé au sang de plusieurs des victimes. C'est celui qu'on appelait le 6e ADN. Comme on avait la chance d'avoir un 6e ADN et que cet 6e ADN se trouvait dans des circonstances très particulières, puisqu'il était mélangé avec celui des victimes, on avait la certitude que ce propriétaire d'ADN avait quelque chose à nous dire. Qu'à défaut d'être l'auteur du quintuple assassinat, il avait impliqué de très près par rapport à cette affaire. Grâce à l'analyse des traces de sang, les enquêteurs savent désormais que les 5 membres de la famille sont malheureusement morts et qu'ils tiennent sans doute l'ADN du meurtrier. Les gendarmes ne savent pas encore que l'ADN qu'ils ont retrouvé est celui de David Otia. Pourtant, cet homme qui s'est installé un mois après la disparition de la famille Flactif dans le chalet d'à côté attire dès le départ leur attention. Il est la dernière personne à avoir vu Flactif vivant et on le repère en train d'observer à la jumelle les investigations dans le chalet. Suspect, pensent les enquêteurs. C'est pas très malin, mais vous savez, dans les affaires criminelles, il n'est pas rare, on le voit notamment pour les pyromanes, mais on le voit aussi pour d'autres dossiers, et on l'a vu pour l'affaire Otia, que le criminel revienne sur les lieux du crime, observe et parfois même intervienne et donne des conseils. Et dans l'affaire Otia, c'est assez net. Il est assez curieux que lui et sa compagne aient donné des interviews extrêmement violentes, et d'une telle violence même que ça nous a choqués et que ça a participé à le faire entrer dans la liste des suspects potentiels. Mais il me semble que là, dans le coin, c'est son bureau, normalement. Là. Ouais. Et ici, derrière, ça doit être son bureau. Avant, il l'avait mis en bas, mais après, il l'a monté, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a eu trop peur en bas. Pourquoi il a eu trop peur? Je sais pas, avec tous les ennemis qu'il avait, il a peut-être peur de rester en bas tout seul. Parce que ma femme m'avait dit, quand elle était au début qu'elle travaillait, il disait que son bureau était en bas. Puis moi, quand je suis venu faire les papiers... David Otia, le public le connaît depuis ses images de 7 à 8 du 30 avril 2003. Il est présenté comme un voisin qui a bien connu les Flactifs. Pour les journalistes, c'est comme ils disent, un bon client. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. David Otia présente en plus l'intérêt d'avoir pour compagne une femme bavarde, une femme qui parle vrai. C'est un con. Hein, déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, il piétinait tout. Hein. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, alors là, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et le matin, je suis arrivée chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu commences la vaisselle. Et bon, je suis rentrée, ils m'ont pas entendu. Et lui disait à sa femme, là, Graziella, tu vas lui faire vider les chiottes, hein, ça pue la merde ici. Hein, il y a une coupure d'eau et tout, de toute façon, elle est là pour ça. Hein. Bon, j'ai rien dit. Hein. J'ai fini ma matinée, je suis rentrée, je lui ai raconté, il lui m'a dit, bon, allez, c'est bon, basta, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, même les agences immobilières, hein, l'agent immobilier d'ici m'a dit, il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là. Hein. À cette heure-ci. Ce qui m'a choqué, c'est le reportage, 7 à 8, hein, qui tout de suite, j'ai appelé M. Dupin, qui faisait l'enquête, et qui m'a tout de suite interpellée. Enfin, ça m'a tout de suite choqué. L'attitude aussi arrogant, piquant, se permettre de salir des gens, en plus leur propriétaire. Je me suis dit, j'ai déjà été locataire, je m'aurais jamais permis de parler de mon propriétaire, sans savoir qu'il peut arriver à tout moment. Donc je me suis dit, soit ils ont vu quelque chose, ou soit ils sont mêlés dans quelque chose, mais ils savent qu'ils vont pas revenir. J'avais pensé que David Otia, passez-moi l'expression, mais s'était comporté comme un con. Plus con que méchant. Pourquoi ? Parce que c'est la télévision arrive à la maison, je roule les mécaniques, je montre mon intérieur, je montre que je sais quelque chose. Je pense que c'est l'attrait de la télévision, de passer à la télé, vu à la télé. Le reportage retient un peu plus l'attention des gendarmes.
Quand leurs soupçons se renforcent sur David Otia, ils vont saisir les cassettes de l'émission. Les rushs vont être saisis à partir du moment où on a acquis la certitude que David Otia est impliqué dans cette affaire. Et nous, ça présente un intérêt parce qu'évidemment, il va falloir recueillir tous les éléments de preuve qui permettent de démontrer qu'il est bien rentré dans le chalet. Et là où ça nous intéresse, c'est parce que justement, il va à un moment s'exprimer en disant je suis monté à l'étage, mais je ne connais pas bien, je ne suis pas rentré. Et donc, si vous voulez, les rushs sont intéressants pour nous parce qu'on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il a dit devant la caméra. C'est simplement pour confirmer les éléments qu'on avait à ce moment-là. Donc on cherche vraiment les éléments de preuve qui permettent d'assurer sa culpabilité. Il est possible qu'un journaliste qui sache mettre en confiance, on lui parle facilement et qu'on lui dise beaucoup. Parce que le gendarme, on sait qu'ensuite il y a un procès verbal, qu'il faudra le rédiger, il faudra le signer et que ça engage. Devant un journaliste, il est possible que les gens aient moins le sentiment de s'engager. Il devrait faire attention, ou plus attention, parce qu'il y a le journaliste de presse écrite qui retranscrit sur un papier, mais il y a le journaliste de télévision. Et le journaliste de télévision, il enregistre l'image, il enregistre le son, et ça, c'est une force beaucoup plus grande qu'un procès verbal d'enquêteur. Dès le 13 mai, David Otia et sa compagne sont mis sur écoute. L'étau se resserre autour du meurtrier. Le 13 juillet, l'ADN manquant est identifié. Il s'agit bien de celui de David Otia. Pour les enquêteurs, c'est une preuve, mais ils vont attendre plus de 2 mois avant de l'arrêter, histoire d'en savoir un peu plus. Il y a 2 techniques d'enquête. Soit le lendemain matin, ou procéder à l'interpellation de David Otia, à la perquisition, en espérant trouver des armes. Imaginons qu'on procède ainsi. David Otia ne dit rien, ne parle pas. Je ne sais pas ce que devenait l'enquête, mais elle pouvait complètement échouer. Vu les constatations que nous avons faites, c'est-à-dire quand même un quintuple assassinat, la disparition de 5 corps, un nettoyage du chalet, etc., nous sommes dans l'hypothèse où c'était quelque chose qu'on peut faire par une seule personne. C'est ce qu'ensuite les remises en situation pourront confirmer, mais c'est plus facile si on est plusieurs. Le choix qui a été fait, c'était de vérifier, de travailler sur la personnalité de David Otia, pour savoir pourquoi il aurait commis ce massacre, comment, et avec l'aide de qui? Il décide d'attendre le mois de septembre qui vient avant de procéder aux interpellations pour des tas de raisons. Probablement pour éclaircir un certain nombre de pistes dont ils veulent qu'elles aient été éclaircies, et puis peut-être aussi pour laisser Otia et les autres alourdir leur propre barque. À la lecture des écoutes, les enquêteurs relèvent des conversations troublantes entre Alexandra Lefebvre et David Otia. Alexandra se met à sortir, le couple se distend, elle menace d'aller voir les flics. Dans leur dispute verbale au téléphone, il y a eu notamment des propos de Alexandra Lefebvre qui disait fais attention David, tu sais ce qui s'est passé, on risque gros, il suffit qu'on aille dénoncer tout. Enfin, des bribes de phrases qui, pour les enquêteurs, étaient tout à fait édifiantes. Alexandra conseille aussi à son compagnon de se méfier d'Isabelle Aremza, une de leurs amies. Les enquêteurs comprennent que 2 autres personnes partagent le lourd secret du couple Otia-Lefebvre. Et on a vite compris que cette famille Otia était une famille qui était venue du Nord pour travailler en Haute-Savoie. Et il était venu avec un ami qui l'avait rejoint, qui était Aremza, et sa compagne. Et ils étaient très souvent ensemble. C'était vraiment des amis très proches. Et on a pensé qu'il y avait là quelque chose à creuser. Et on ne s'est pas trompé. Et les écoutes téléphoniques qui ont été mises sur ces 4 personnes ont permis de capter des communications qui ont été extrêmement parlantes. Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabelle Aremza, tous connaissent les crimes de David. C'était important, si vous voulez, de les arrêter tous les 4 en même temps, parce que l'environnement qu'on avait fait faisait apparaître que tous les 4 avaient des informations, à un degré divers, mais ils en avaient. Donc on avait tout intérêt à les prendre en 4 en même temps, pour ensuite comparer tous les éléments qu'ils allaient nous donner, faire des recoupements, et éventuellement les prendre en défaut lorsqu'il y avait justement des mensonges qui étaient avancés. L'arrestation est prévue pour le 16 septembre. Pour les gendarmes, il n'est pas question de livrer la moindre info ni aux journalistes ni à la famille. On veut le secret bien gardé. Mais la veille du jour J, des indiscrétions filtrent lors d'une réception organisée à Lyon pour le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et durant cette petite fête,
Les gendarmes se sont largement épanchés auprès de leur état-major de leur intention d'interpeller le lendemain à 6 heures, l'heure légale, les assassins présumés de la famille Flactif. C'est comme ça que moi j'ai été au courant. D'autres journalistes étaient au courant autrement. Une autre équipe était au courant d'une autre façon. Alors, la veille de l'opération, si vous voulez, nous avons appris, j'ai appris par un camarade qui est au service de presse, que j'ai rencontré un colloque qui était organisé par le ministre de l'Intérieur, que la presse était en ébullition et s'interrogeait sur notre enquête. Et très rapidement, hein, dans la demi-heure qui a suivi, je crois mon directeur d'enquête m'a téléphoné, hein, le lieutenant Dupin, pour me dire, ben voilà, la famille Flactif vient d'être contactée par des journalistes qui leur parlent de l'arrestation et leur demande s'ils sont au courant ou pas. Et c'est un journaliste qui me dit, parce que nous nous fâchons au téléphone, qui me dit de toute façon c'est pour demain. C'est comme ça que je l'apprends. Et c'est comme ça que je vais même vous révéler quelque chose. C'est comme ça qu'en pleine nuit, à 11 h du soir, j'ai dû appeler mes clients pour leur dire sauvez-vous de chez vous. Parce que demain matin, vous avez à 7 h du matin des journalistes qui sont devant votre porte et qui essayent de vous arracher une interview. Et qui en fait, c'est pas une interview qu'ils veulent. C'est votre première réaction à la suite de l'arrestation de l'assassin de votre fils. Force est de constater qu'il y a eu des fuites. D'où elles venaient, je ne sais pas. A priori, je pense qu'elles ne venaient pas de la gendarmerie, notamment de tous mes enquêteurs, parce qu'on avait pris des mesures. Les noms n'ont pas été donnés lors de cette cérémonie à Lyon. Les noms n'ont pas du tout été donnés à l'état-major. On savait simplement que l'interpellation devait avoir lieu le lendemain. Et étant dans l'enquête, on savait à peu près où on allait, quoi. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les rushs de TF1 ont déjà été saisis. Pour celui qui a fait le reportage, la conclusion est vite trouvée. Les journalistes se lancent à la chasse au scoop. Le risque, c'est que les médias nous gênent dans notre opération d'approche, que ce soit en termes de discrétion, nous gênent, éventuellement nous précèdent pour aller prévenir s'ils avaient pu identifier les personnes, etc. Donc autant d'éléments qui permettraient, si vous voulez, de faire rater l'enquête. On avait 2 suspects, enfin possibles, on avait deux possibilités. Et avec l'autre équipe avec qui on a collaboré, qui était une équipe de télévision avec qui on a collaboré à ce moment-là, ensemble, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On en a 2, lequel? On ne sait pas. Et notre réflexe a été de dire, oh bah tiens, on va aller acheter du champagne, et puis on va aller boire un coup de champagne chez les 2, la veille de leur interpellation. On a dit non quand même, on ne peut pas faire ça. C'était magnifique. Vous aviez l'arrestation en direct. On avait l'arrestation en direct, mais vous imaginez, 6 heures avant son arrestation, il se confie à nos reporters. C'était encore mieux que l'arrestation, puisque nous, on avait tous les éléments. On ne peut pas le faire, parce que c'est prendre le risque de faire échouer une enquête. Est-ce qu'il savait qui? J'ai compris qu'il savait à peu près qui. Est-ce qu'ils savaient où? Ils se sont placés à un endroit, mais là aussi c'est pas très compliqué. La géographie des lieux fait que quand vous êtes dans une vallée, il n'y a qu'une seule route. Vous vous mettez d'un côté de la route pour regarder, et vous savez que le chalet Flactif se situe sur la route qui mène au col. Donc vous vous mettez en face, vous dites quoi qu'il arrive, si la gendarmerie va passer, elle va passer devant le chalet. Et voilà comment l'arrestation d'Alexandra Lefebvre est filmée en direct. 2 enquêteurs de la cellule Flactif, accompagnés d'un couple du service de l'aide sociale, sonnent à la porte du chalet. Alexandra Lefebvre, la compagne de David Otia, leur ouvre. C'est l'heure du petit déjeuner, mais ses 2 enfants en bas âge sont immédiatement confiés au couple en civil. Les gendarmes lui demandent d'assister à la perquisition sans lui révéler l'arrestation de David. On n'y est pour rien, lance-t-elle. Mais la jeune femme sait parfaitement que son compagnon David est l'auteur des 5 assassinats. Elle étonne les enquêteurs par son calme et son aplomb. Les gendarmes sont à la recherche d'indices permettant de confondre les tueurs de la famille Flactif. Ils vont retrouver des objets, notamment des CD et des DVD volés dans le chalet de Xavier Flactif. 2 heures plus tard, elle est emmenée pour être interrogée à la gendarmerie d'Annecy. Au même moment, son compagnon David Otia vient d'avouer le quintuple assassinat.
D'abord, on l'a pris par la radio. Et tout de suite après, vers 9h, il y a un coup de fil qui arrive pour le gendarme et me dit « Madame Ortolano, on a arrêté les assassins de votre fille. » Alors j'ai dit « C'est qui la voisine à côté ?» Elle dit « Je ne peux pas vous le dire par téléphone. » Je dis « C'est qui, c'est eux ?» Elle m'a dit « Oui. » Une demi-heure seulement après son arrestation, David Otia est donc passé aux aveux. Il mène les enquêteurs à une quinzaine de kilomètres des lieux de son crime, à l'endroit où il s'est débarrassé des corps. On a cru qu'il allait nous emmener à l'endroit où étaient enterrés les corps, et c'est lorsqu'on est arrivé qu'il nous a dit « mais je les ai brûlés ici ». Et donc on a eu une grande vague d'horreur, parce que c'était quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Il n'y a plus de cadavres, plus de corps de victimes. Il n'y a plus rien. Il vient de déclarer, de dire qu'ils ont tous été brûlés, incinérés par lui-même, exterminés. Et je me trouve dans cette espèce de coin de bois complètement désolant, désolé, et on ne voit rien qu'une espèce de petite tache noire. Et là, c'est terrible de se dire, je vais avoir quoi à présenter aux familles? 5 petits sacs de cendres. J'ai fait une tombe à ma fille quand même, qu'on peut aller se recueillir quand même. Mais moi, ça m'avance pas, quoi. Des moments j'y vais, des moments je dis qu'est-ce que je vais voir là-bas. Il n'y a rien. Au Grand Bornand, le choc fait place à la douleur. La famille pleure ses disparus et les habitants viennent nombreux pour saluer la mémoire de celui dont ils ont dit tant de mal 5 mois auparavant. On est venu entourer la famille, hein. On est des grands-mères, des parents, on a des enfants, des petits-enfants. Il n'y a pas de mots. En garde à vue, Otia donne les détails de son équipée macabre, un récit froid, mécanique. En cette journée du 11 avril, il se rend chez le promoteur immobilier muni d'un pistolet. Pour l'impressionner, dit-il, une bagarre éclate, le coup part accidentellement. Pris de panique, il tue toute la famille. Alexandra et le couple Aremza parlent aussi, mais d'un crime prémédité. Il raconte cette idée folle de s'emparer du chalet. Cette idée née d'un reportage télé. Nous étions tous d'accord, déclare Isabelle Aremza, mais c'est David seul qui l'a fait. On a un quatuor de 4 personnes qui a une idée folle, hein, c'est de s'approprier un chalet en éliminant une famille. Et comme le disait un expert au cours du procès, c'est une idée folle qui va être exécutée par des gens normaux. Alors au bout du compte, on a quoi? On a effectivement 4 associés qui vont planifier à partir d'une émission qu'ils ont vue à la télévision, qui va être une espèce de Big Bang, hein, dans la tête d'Otia, hein, pour mettre en œuvre effectivement un plan pour assouvir sa haine contre les flactifs. Et puis, au dernier moment, il va y avoir un seul exécuteur, lui. Comment en arrive-t-on à tuer toute une famille? Pour essayer de le comprendre, il faut revenir 2 ans plus tôt. Quand Otia et sa compagne s'installent en Haute-Savoie, il s'adresse à Xavier Flactif pour trouver un logement. Ils se côtoient parce que la famille Flactif va lui fournir différents logements. Et il va mal vivre à la fin ces différents logements parce qu'on va lui demander régulièrement de changer de logement. Parce que c'est des logements qui sont réservés pour des saisonniers, les vacances arrivent pour le sport d'hiver, donc il faut qu'il libère le logement, il en prend récupère un autre qui n'est pas tout à fait fini, il redéménage et il va vivre ça comme une humiliation. Alors qu'en fait, il avait aussi la possibilité de bénéficier de beaux logements à des prix qui étaient quand même intéressants. Alexandra Lefebvre, qui pendant un temps fait le ménage chez les Flactifs, doit raconter à Otia le soir ce qu'il y a, la grande télévision, les magnétos, dès qu'il y a une occasion, on fait la fête, on ouvre le champagne, etc. Et eux, ils vivent ça comme véritablement, sans doute, quelque chose qui les dépasse, ou comme une offense. C'est manifestement des gens qui sont vieux et qui voudraient être à leur place. Sa femme, ce qui l'insupporte, c'est de la voir quand il rentre du travail, parce que c'est un bosseur, hein, quand il rentre du travail le soir, la voir en larmes, et ça a dû se produire un nombre de fois important, un certain nombre de fois, parce que Flactif les a encore obligés à déménager
en fonction de location saisonnière, d'un chalet à un autre. Et ça, de la voir en larmes, de la voir en colère, de la voir avec ses enfants obligés de déménager, il ne supporte pas. Et comme je vous le dis, c'est de la nitroglycérine. Hein, il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Et voilà comment germe le projet macabre sur le terreau d'une haine obsessionnelle. Une obsession qu'il raconte à son père dans une lettre écrite en prison. Du flactif tous les jours. Tous les jours jusqu'à ce 11 avril fatidique. Lors de ses premiers aveux, Othia décrit un crime qu'il veut propre à l'arme à feu, mais les experts établissent une toute autre vérité. Dans ses aveux, il ne dit pas qu'il a tué les enfants en premier. Or, l'enquête, dans les constatations techniques sur les traces de sang, que l'horaire auquel les enfants rentrent de l'école, l'heure à laquelle rentre Madame Flactif, l'heure à laquelle arrive Monsieur Flactif, chronologiquement, c'est d'abord les enfants, c'est ensuite l'épouse ou la mère, et ensuite le mari. L'examen scientifique des traces de sang laisse supposer un scénario bien plus terrible encore. L'analyse des projections de sang a permis de mettre en évidence que les faits n'étaient pas aussi clairs, ou en tout cas, nous on appellerait ça dans notre jargon propre, comme pouvait l'indiquer M. Othia, c'est-à-dire l'usage d'une arme à feu, un tir, et la personne en est victime, en meurt immédiatement, mais des actes d'une violence un peu plus importante, puisqu'on parlait là de choc, donc vraiment de contact physique, en tout cas peut-être l'utilisation d'un instrument ou alors de coups de poing donnés à chacune des victimes. Je vais vous raconter la scène de crime. Je ne l'ai jamais racontée. Vous avez une famille, donc 3 enfants qui rentrent de l'école, qui s'installent pour prendre le goûter. Il est 5 h de l'après-midi, on est le 13 avril. Ces 3 enfants sont attablés. Sarah, la plus grande, qui s'occupe de son petit frère Grégory, et vous avez Laetitia qui est dans le salon juste à côté. Et vous avez David Othia qui vient frapper à la porte, ils le connaissent, ils le font rentrer. Et vous avez à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez David Othia il a dû prendre un morceau de bois, quelque chose comme ça, qui se trouvait dans la cheminée, ou qui devait servir à alimenter le feu, et il a commencé par frapper les enfants. Et je dis bien frapper les enfants à mort. Il doit commencer par Grégory, il court après Sarah, puisqu'on a des impacts dans tout le chalet, démontrant que la pauvre petite, elle court, et vous avez Laetitia qui est juste à côté. Vu l'ampleur, vu l'horreur de ce qui se passe, elle s'enfuit. Drame pour elle, elle s'enfuit dans sa chambre. Et donc vous avez des cris, je suis convaincu, d'enfants qui sont battus à mort par cet ogre, et par ce monstre, battu au point que tout le monde se tait. Et n'oubliez pas que vous avez Laetitia. Laetitia entend le bruit de la mort. Parce qu'après une telle horreur, après de tels cris, ça a dû résonner dans tout le chalet. La petite Laetitia, elle est tellement horrifiée qu'elle est cachée dans la chambre de sa sœur derrière son lit. Et je vais vous dire là où c'est l'horreur, c'est que vous avez un escalier. Et ça a marqué tout le monde, tous les enquêteurs et moi. C'est quand on monte l'escalier, il y a 17 marches. Les 17 marches, elles grincent. Imaginez ce qu'elle a vécu, la petite Laetitia. Elle l'a entendu monter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le même morceau de bois ou un autre, il l'a battu à mort. Il l'a même pas tué avec une arme. C'est pas un acte de barbarie, ça? Au point qu'un expert vient nous dire, on découvre les molaires du petit Grégory implantés dans le parquet. Parce qu'il a tapé tellement fort que vous avez les molaires qui sont sortis de la bouche et que lui, par inadvertance, il a dû marcher dessus. La suite des événements que l'on imagine grâce à l'enquête et aux expertises, c'est que la mère rentre chez elle vers 18 h. Elle monte les escaliers par le sous-sol. En embuscade, Othia l'attend. Enfin, vient le tour de Xavier Flactif. Il se bagarre avec Othia qui se blesse à la main. C'est ce qui permettra de retrouver son ADN. Des images insoutenables, même pour le meurtrier. Un mois après son arrestation, David Othia revient sur ses aveux et raconte une toute autre histoire. Lorsqu'il arrive au chalet pour voir Flactif, 2 hommes surgissent et l'assomment. À son réveil, le massacre est accompli. Sous la contrainte, les 2 hommes l'obligent à transporter les corps et à les incinérer. Les hommes ne lui laissent guère de faculté d'appréciation et lui enjoignent de faire ce qu'il lui demande, sauf à lui promettre le même sort que les 5 qui sont là. Ce qui est un argument qui le pousse à agir dans ce sens. Une histoire sans queue ni tête, qui n'avait pas une espèce d'once
de crédibilité par rapport à même ce qu'il racontait. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il n'y croyait pas lui-même. On se dit, c'est pas possible qu'étant intelligent, comme il l'est, ce qui n'est pas bête, il croit à ce qu'il nous raconte. Donc, ou bien c'est pas un genre de folie, mais c'est une question de vie ou de mort psychique. Il a absolument besoin d'y croire, ou bien il n'y croit pas. Et il est dans le mensonge. Mais bien sûr, le psychiatre n'est pas là pour dire que la personne ment. Question de survie psychique ou vérité, rien dans le dossier ne permet d'étayer la version d'Otia. Reste aussi la déposition implacable d'Alexandra Lefebvre et Dea Remza. Tous sont unanimes, il est coupable. Le procès s'ouvre le 12 juin 2006, plus de 3 ans après les crimes. David Otia est seul face aux autres qui l'accusent. Il maintient sa version des 2 hommes qui l'ont assommé. David Otia, il apparaît pour moi dans l'attitude qui sera la sienne tout au long de ce procès. C'est quelqu'un qui est traqué, c'est une bête traquée, c'est quelqu'un qui est complètement replié sur lui-même, qui est, je pense, en tête-à-tête avec ce qu'il a fait et ce qu'il sait qu'il a fait. La donne a changé, les accusés se cachent des caméras. On sait maintenant qui sont les coupables et qui sont les victimes, et les victimes, ce sont les flactifs. Nous sommes à Annecy, pas très loin du Grand Bornand. Dans la salle, les journalistes et les habitants de la région. Ils sont les premiers à sonner à la charge. J'ai eu l'impression d'une forme de culpabilité collective exprimée par les gens du coin qui étaient sans doute pas très à l'aise par rapport aux familles, en voyant, voilà, en se disant mais voilà, 3 gosses sont morts, un couple est mort. Et je pense que les gens qui venaient là et qui exprimaient, qui auraient été presque, si on avait été à l'époque de la peine de mort, je pense qu'on aurait entendu des cris à mort, etc., peut-être étaient d'autant plus promptes à demander l'application de la justice la plus sévère, il n'y avait pas, bon, voilà, et de la vengeance, parce qu'eux-mêmes, au début, n'avaient pas été d'une lucidité extrême sur la situation de cette famille et avaient d'abord accusé les flactifs avant de les défendre. Pour David Otia, la culpabilité ne fait aucun doute. On connaît les détails de la tuerie. Inculpé d'assassinat, avec preuves scientifiques à l'appui, le verdict est couru d'avance. L'issue du procès est plus incertaine pour les autres. Stéphane Aremza est inculpé de complicité d'assassinat pour avoir aidé son ami David à siphonner de l'essence pendant des mois en prévision du bûcher. Les 2 femmes, elles, comparaissent pour n'avoir pas dénoncé les crimes et pour association de malfaiteurs. À ce titre, elles risquent 10 ans. À son arrivée, Alexandra crée la surprise. Elle est enceinte d'un autre homme et paraît fragile, loin du souvenir laissé par TF1. Elle a beaucoup changé, d'abord parce qu'elle est passée par la case prison. Et que ça, peut-être plus encore pour une femme, ça laisse des traces. C'est une image terrible, une femme enceinte dans un box, quoi qu'elle ait fait. Bon, elle est enceinte et ça se voit. Elle a un ventre rond et en plus elle a une espèce de chemise un peu rose pâle. Donc elle a une image très... à la fois douloureuse, en même temps une image de mère, une image de... Voilà, donc, et on sait que ce qui va lui être reproché et ce pourquoi elle est poursuivie est absolument épouvantable. Au procès, elle était habillée d'une façon très triste, elle pleurait tout le temps, elle était enceinte, donc un peu une petite sainte, quoi. C'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on a eue de 7 à 8, qui elle était vraiment, sa façon de parler. Moi, c'est elle. Si elle n'était pas là, elle ne l'aurait pas fait. Pour beaucoup de gens, Alexandra Lefebvre reste celle qui a armé le bras de David Otia, qui n'aurait été qu'un exécutant, le scénario ayant été échafaudé par Alexandra Lefebvre. Il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, à cette heure-ci. L'instruction n'a pu établir avec certitude que 3 éléments à sa charge. Elle n'a pas dénoncé son compagnon, elle l'a aidé à dépasser le 4x4 et c'est elle qui a rédigé le faux bail pour occuper le chalet. Sa responsabilité dans cet assassinat est nulle. Elle ne l'a pas imaginé, elle ne l'a pas préparé, elle n'y a pas prêté la main. Et contrairement à ce qui a été dit contre le dossier, elle n'a pas aidé son compagnon à nettoyer le chalet. Elle dit qu'effectivement, elle n'a pas dénoncé le crime dont David Otia
lui a expliqué les tenants et les aboutissants. Elle dit ce qu'elle sait. Ce qu'elle sait et ce qu'elle a fait est postérieur au crime. Alexandra Lefebvre raconte qu'elle a peur de David Otia, qui peut effectivement se révéler un garçon un peu impulsif, un peu vif, qui ne la battait pas. Mais en revanche, sachant ce qu'elle savait, sa crainte, notamment qu'il s'en prenne à elle et aux enfants, elle le dit clairement aux enquêteurs, cette crainte est très vive. Il y a eu des écoutes téléphoniques qui ont été faites donc sur le couple. On y lit la capacité, ou on y entend la capacité de David Otia à être particulièrement virulent, au moins en parole. Je dirais que moi, le sentiment que j'ai eu pendant l'heure et demie à peu près que j'ai passé chez eux, c'est que c'est elle qui portait la culotte, c'est elle qui dominait dans le couple et qui était la maîtresse dans le couple, quoi. Alexandra Lefebvre est, à mon avis, une femme qui est perverse et qui a joué un rôle important en montant et en soufflant sur le feu de la jalousie sur David Otia. Elle a soufflé sur les braises et elle a balayé les cendres. Soufflé sur les braises parce que finalement, elle a alimenté la haine de David Otia vis-à-vis de la famille Flactif. Et s'il en fallait un témoignage, c'est le reportage dans lequel elle apparaît, où elle dit toute cette haine. Et puis elle l'a aidé après. Qui est la vraie Alexandra Lefebvre? Une garce manipulatrice ou une femme soumise qui vit sous la menace de son compagnon? La femme du reportage ou celle du box? 15 jours après l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises décide de diffuser la fameuse émission « Les faits est assassin ». On est à la fin de la journée, c'est-à-dire que les jurés vont partir après la diffusion de cette interview. Il ne se passera rien d'autre dans la journée. Et donc, jusqu'à la journée du lendemain, ils n'auront plus que ça en tête. On vit avec Alexandra Lefebvre depuis 2 semaines et on vit avec cette femme dont je vous ai parlé, voilà, cette femme qui n'a pas une once de maquillage, qui a les cheveux de couleur naturelle, qui est toute menue, modeste, humble. Et puis, tout d'un coup, on va avoir en pleine figure, mais vraiment en pleine figure, sur grand écran, l'image de l'Alexandra Lefebvre de 7 à 8. Et Alexandra Lefebvre de 7 à 8, c'est effectivement une blonde maquillée, qui est d'une agressivité folle, qui est vulgaire, qui domine en plus complètement David Otia, puisqu'elle est au premier plan et Otia est derrière. Et donc on est totalement à front renversé par rapport à l'image qu'elle veut donner d'elle. C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, il piétinait tout. Quand on voit surtout la haine qu'elle exprime et ce qu'elle ose dire, quand elle dit « je suis sûre qu'ils sont sûrs qu'il est sur un bateau en Corse », alors qu'elle sait. Là, c'est vertigineux. Donc elle s'est levée, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et elle a exprimé sa honte et ses regrets à l'égard des parties civiles pour les mots qu'elle avait employés et l'image qu'elle a donnée d'elle-même. Elle a expliqué simplement que ça n'était pas elle. C'est vrai que quand on y réfléchit, on peut se dire, mais au fond, quand ce sujet, quand on vient la filmer, elle sait, elle. Et donc, moi je me suis dit après, mais au fond, il ne faut pas non plus prendre ça pour sa vérité. Elle sait, et au fond, elle n'a qu'une obsession. Ils sont dans le déni à ce moment-là. Elle n'a qu'une obsession, c'est rendre crédible le fait qu'elle n'y est pour rien. Dire qu'il ne faut pas la réduire à un reportage où elle a une attitude venimeuse vis-à-vis du couple Flactif, c'est vrai, ça serait trop réducteur. Mais en même temps, c'est elle quand même. Alors elle n'est pas que ce reportage, mais elle est bel et bien la femme de ce reportage. À partir de là, c'est le choc des images. Eh ben, je crois que l'effet a été catastrophique pour elle et que les jurés ont cru l'image qu'elle donnait à la télévision et pas celle du box. Eh bien, Alexandra Lefebvre, elle est condamnée à 10 ans de prison, plus sur une image, plus sur une réputation, plus sur
l'effet médiatique dont elle a été le jouet que pour une véritable responsabilité pénale. Elle est condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour être la salope de 7 à 8. Alexandra Lefebvre prend donc le maximum. Plus discrète, Isabelle Aremza est condamnée à 7 ans de prison. Son époux Stéphane écope d'une peine de 15 ans. Les 3 associés payent le prix fort. Injuste, disent les uns, le minimum qu'ils méritent, répondent les autres. Des peines sévères, dit le droit, mais des peines justes, dit la morale. La famille des victimes, elle, espère en vain les aveux de l'assassin. Lui qui avait été si bavard devant les caméras ne veut plus rien sortir. Au fond de moi, c'est bloqué. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est ma personnalité qui ne peut pas. Muré dans son silence, David Otia renvoie alors les jurés au psaume de David qu'il lit en prison. J'ai l'impression de me retrouver, dit-il, alors lisez-les et peut-être vous comprendrez. Au fil de ces 73 psaumes, le roi David raconte les montagnes de Dieu où, rusant avec le fourbe, il rabaisse les yeux hautains jusqu'à faire de ses ennemis une fournaise. Pour avoir assassiné 5 personnes et prolongé son crime par une extermination complète, David Otia est condamné à la perpétuité. Même qu'ils sont en prison, ils sont bien. Moi, mes enfants, ils sont plus là. C'est ça le plus. Voilà pour ce documentaire, l'affaire Flactif. Alors je me tourne vers vous, Maître Lec. Vous êtes resté avec nous, merci. Comment se passe en ce moment l'incarcération de David Otia? Elle se passe comme celle de quelqu'un qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Donc la route est longue. Pour le reste, tout ce que je sais du quotidien, banal, relève du secret professionnel et de sa vie privée, ce qui fait 2 motifs, à mon sens, tout à fait légitimes pour que je ne puisse hélas pas vous répondre. Comment expliquez-vous le changement d'attitude d'Alexandra entre ses premières déclarations médiatiques et le procès? C'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les déclarations faites à la télévision étaient faites sans avoir la nécessité de se défendre. De ce point de vue, elles étaient en quelque sorte libres. C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez Je faisais le ménage chez elle. Il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là. Aussi bien ces déclarations faites devant des caméras que ces déclarations au procès donnent l'impression que c'est une femme qui, en quelque sorte, se dope à la dureté. Et qu'elle était à la télévision aussi dure envers la famille Flactif. Elle avait eu des mots absolument épouvantables, en tout cas qui avaient été ressentis ensuite au procès comme tout à fait épouvantables compte tenu de ce qu'on savait de ce qui leur était arrivé. Et finalement, cette dureté, c'était quelques années plus tard retournée avec la même vigueur à l'encontre de David Otia, qui est le père de ses enfants. Maître, est-ce que sans Alexandra et son influence, je dirais néfaste sur Otia, il aurait tué? Dans votre question, je décèle une pétition de principe, c'est ce qu'on appelle chez un juge d'instruction une question fermée. Vous semblez ne pas remettre en cause que David Otia ait tué. Je vous rappelle que la cour d'assises l'a déclaré coupable des assassinats du couple Flactif et des 3 enfants, mais que David Otia a contesté devant cette juridiction la moindre responsabilité. Oui, mais vous pouvez quand même répondre à ma question. Le rôle d'Alexandra. Le rôle d'Alexandra... En clair, elle l'a chauffé. Non, parce que dire qu'elle l'a chauffé revient à considérer que la chauffe a eu un effet. Oui. Ce qui est radicalement contesté par lui et par sa défense. En général, dans la vie, la chauffe a un effet. La chauffe a peut-être eu un effet verbal, rhétorique, mais pas matériel. Pas en termes de passage à l'acte. Tout au long du procès, quelle était l'attitude de David Otia? Il était, à mon avis, de façon tout à fait singulière, tout à fait seul contre tous. Finalement, l'avocat général, les parties civiles, la cour, la presse, les co-accusés, il était seul contre tous. Est-ce que David Otia est libérable en 2028? Je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que c'est un petit peu avant cette échéance de 2028 qu'il pourrait,
aspirer à un aménagement de sa peine. Est-ce que vous avez vu le film Possession qui raconte l'affaire Flactif et qu'est-ce que vous en avez pensé? Le film, du souvenir que j'en ai conservé, je n'en ai pas conservé un grand souvenir, ni sans doute un bon souvenir, était sans doute plus attaché à reconstituer l'atmosphère psychologique qui préparait un passage à l'acte qu'à relayer les questions que la défense de David Otia s'était posées. Donc de ce point de vue, le film n'avait pas à cet égard beaucoup d'intérêt. Merci Maître Lec et à bientôt, chers amis, pour un nouveau dossier Carl Zero sur RMC Découverte.